Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Expose ton travail social. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons aborder la santé mentale et notamment la désindividualisation de la santé mentale et la pratique des professionnels du travail social qui accompagnent des personnes qui vivent avec un enjeu de santé mentale. Alors laissez-moi vous présenter Marc-Antoine Dagenais, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec depuis 2018. IEL porte son titre de TS et cumule plus de 8 années d'expérience professionnelle, autant dans le milieu communautaire, dans le réseau public, dans le secteur privé et depuis 3 ans en pratique autonome. Dans des sphères incluant l'itinérance, la psychiatrie, la santé mentale, l'intervention post-traumatique, les dépendances, mais également des services aux personnes victimes d'actes criminels. Depuis quelques années, Marc-Antoine offre également de la supervision individuelle et de groupe, en plus d'offrir différentes formations sur la santé mentale, afin d'apporter une vision humanisante, déstigmatisante, systémique et critique aux personnes qui œuvrent en intervention sociale. Son amour pour l'être humain, la justice sociale et les services inclusifs l'ont mené à articuler ces différentes pratiques dans une visée de défense des droits, de changement social et de lutte pour créer un monde plus humain et équitable. Je ne vous en dirai pas plus sur Marc-Antoine puisque il estime que c'est son propos qui est davantage important que sa biographie, alors je nous lance tout de suite dans la première question. Marc-Antoine, je te mets au défi directement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la santé mentale ? C'est le fun d'une petite question simple et facile à répondre. Je ne sais même pas s'il existe à ce jour une définition suffisamment concrète, complexe et facile. Je me lance, je vais tenter de ne pas me perdre moi-même. Fut un temps où la santé mentale était divisée en est-ce que tu as un trouble mental ou est-ce que tu n'as pas de trouble mental? Trouble mental comme étant un diagnostic issu d'un personnel médical. Aujourd'hui, on comprend que la santé mentale, c'est davantage un continuum ou un spectre sur lequel nous nous déplaçons, allant de « je vais très très bien » à « je vais vraiment pas très très bien ». Puis là, je caricature, mais tu mettras les mots que tu veux, mais on va tanguer au travers de ça. Notre santé mentale peut se moduler au travers de la même journée, au travers de nos périodes de vie, au travers d'événements difficiles, traumatiques que nous vivons ou de périodes beaucoup plus douces, beaucoup plus saines aussi. Et ce qui est important à considérer dans qu'est-ce qui influence la santé mentale, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais c'est bien toutes les différentes sphères de ta vie dans lesquelles tu existes. Que ce soit le travail, que ce soit ton lieu d'existence, que ce soit tes relations interpersonnelles, tes relations familiales, que ce soit ton rapport à la communauté dans laquelle tu vis aussi, ou carrément tes conditions de vie et les différents déterminants sociaux. Donc, la santé mentale n'est pas uniquement dans ta tête, dans ton corps à toi, mais c'est un rapport constant entre l'aspect, mettons, biologique, l'aspect social, ta société, la psychologie, qu'est-ce qui se passe dans ton passé, dans ton vécu à l'intérieur de ta tête, et des interactions constantes entre ces différentes sphères-là qui vont résulter de « tu vas mieux » ou « tu vas peut-être moins bien ». On entend dans ta définition que tu intègres vraiment l'aspect psychosocial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? La santé mentale, lorsque c'est considéré d'un point de vue uniquement biomédical, ben, on va dire, est-ce que tu as une maladie, est-ce que tu n'as pas de maladie, ça se passe à l'intérieur de ton corps et de ton cerveau. J'aime beaucoup une définition davantage plus psychosociale, une définition davantage travail social, qui va tenir compte de tous les angles, tous les aspects de la vie de la personne qui auront une influence sur le bien-être de la personne. Il y a certaines définitions de la santé mentale qui me plaisent un peu moins. Il y avait la définition de l'Organisation mondiale de la santé dans laquelle ça parlait d'une capacité à fonctionner, oui, puis ça parlait d'une capacité à produire et de faire un travail efficace. Ça, c'est des définitions qui me plaisent un peu moins lorsque l'on parle de ton efficacité au travail. Selon moi, avoir une bonne santé mentale devrait te permettre de vivre une vie satisfaisante selon tes termes à toi pour être capable de t'émanciper
d'aller bien, d'avoir des activités et des relations significatives. Génial. Alors, avant que je te lance un peu plus loin dans l'échange, il y a un point intéressant sur lequel j'aimerais te questionner. Tu as parlé de santé mentale, mais aussi de troubles mentaux, ou on dit des troubles mentaux. Il y a des personnes qui ne font pas bien la distinction. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot ? Oui, puis, mon Dieu, j'en aurais pour des heures à discuter avec vous. Euh, un trouble mental est diagnostiqué par des professionnels de la santé, dont des médecins, dont des psychiatres, et le tout s'appuie sur un gros livre qui s'appelle le DSM, le Diagnostic and Statistical Manual, qui est un gros livre qui a été créé il y a peut-être une 70 ans. On est rendu au tome numéro 5, et ça répertorie tous les troubles mentaux et les symptômes possibles à avoir afin d'avoir ce diagnostic-là. Donc, quand on parle de trouble mental, c'est vraiment quelque chose qui est diagnostiqué. On peut avoir des souffrances mentales sans que ce soit un trouble mental, bien évidemment. Et je vous invite à aller lire sur l'histoire. C'est né quand, ça, les DSM? Ça vient d'où, la notion de trouble mental? Le DSM était la première tentative aussi bien orchestrée d'être capable d'avoir des bases communes pour être capable de diagnostiquer des maladies mentales. Et le tout est arrivé un peu après je pense que c'était entre les guerres mondiales, où est-ce que ils ont réalisé qu'il y avait des soldats qui revenaient puis qui allaient vraiment pas bien, même s'ils étaient en forme physiquement. Avant ça, la notion de maladie mentale était très associée. Il y a sûrement quelque chose dans le corps qui marche pas. Et ils ont réalisé qu'il y a des gens qui avaient vécu des chocs de stress post-traumatique, qui s'appelaient pas comme ça avant. Aurais-tu des exemples de troubles mentaux, de diagnostics à nous mentionner pour que les auditeuristes savent bien de quoi on parle ici ? La dépression, se faire diagnostiquer une dépression, c'en est un. Le trouble d'anxiété généralisée en est un autre. Les troubles psychotiques, comme la schizophrénie, par exemple, fait partie des troubles mentaux aussi. Il y a, puis les classifications ont changé durant les années. Là, dans le DSM numéro 5, j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être rendu à, je sais pas, 600-700 pages et des centaines de troubles mentaux, alors que dans le premier DSM, il y en avait une trentaine. Merci, alors je reviens un peu sur ma question. Est-ce qu'il y a une distinction entre troubles mentaux et la santé mentale ? C'est tellement une bonne question, hein? Parce que ta santé mentale, elle peut aller très bien, elle peut être très positive, ça veut pas dire qu'il y a des souffrances, et s'il y a des souffrances au travers de ta santé mentale, ça veut pas dire que ces souffrances-là ont été diagnostiquées et sont médicales ou psychiatriques aussi. Merci bien, alors je vais mettre des liens dans la barre d'informations si de votre côté vous souhaitez aller un peu plus loin au sujet des troubles mentaux spécifiquement et de la santé mentale. Et justement, en parlant de cette dernière, cette fameuse santé mentale, selon toi, qu'est-ce qu'une bonne santé mentale ? Selon moi, avoir une bonne santé mentale devrait te permettre de vivre une vie satisfaisante selon tes termes à toi, pour être capable de t'émanciper, d'aller bien, d'avoir des activités et des relations significatives. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir des diagnostics de troubles mentaux et quand même aller très bien, avoir une très belle vie. Tu peux ne pas avoir de diagnostic et avoir des souffrances en santé mentale très poussées. Et ce qui est important, c'est de considérer que la santé mentale ne se passe pas qu'à l'intérieur de toi-même. Selon moi, la santé mentale est une responsabilité qui est collective. Les enjeux sont collectifs et tout dépendant des différentes relations que tu as, des sphères de vie dans lesquelles tu évolues, ton travail, les amis, la famille, la communauté, tout ça peut venir moduler ta santé mentale. Donc, ça implique que l'accessibilité au logement va influer ta santé mentale. Les oppressions systémiques peuvent nuire à ta santé mentale. Les différentes formes de violence en société aussi. Et ta santé mentale, elle fluctue. Elle peut fluctuer au travers de la journée, au travers des semaines, au travers de tes étapes de vie. Et pour l'analyser, nous devons avoir le regard le plus complexe et ce regard le plus complexe devrait amener des solutions qui sont tout aussi complexes pour aider les individus à ce que leur santé mentale soit suffisamment bien pour que ces personnes-là puissent vivre dans la dignité et dans le bien-être. C'est très important d'avoir une vision complexe, systémique et sociale de la santé mentale et non pas une conception uniquement individuelle de la santé mentale, d'où l'importance de désindividualiser la conception de la santé mentale. Eh bien justement, Marc-Antoine, plongeons dans le sujet principal, le titre de cet épisode. Qu'entends-tu par désindividualiser la santé mentale, ou dit d'une autre manière, la désindividualisation de la santé mentale ?
Tu sais, je commencerai par nous rappeler qu'on vit dans un monde où est-ce que la santé mentale est souvent une composante qu'on va nommer comme étant individuelle. Dans les exemples, ben là, tu sais, si tu files pas, c'est de ta faute, va prendre une marche parce que tu marches pas assez. Si tu t'inscris au yoga, au pilates, puis que tu bois une quantité phénoménale de tisane, tu vas aller beaucoup mieux. Cette espèce de, ces petites phrases individualisantes qui nous font sentir comme si c'était exclusivement notre responsabilité d'aller bien, alors que nous sommes des individus complexes existant dans une société complexe avec plusieurs sphères. Il y a même beaucoup de courants de pensée qui vont dire, ben, si tu vas mal, c'est de ta faute, il faut que tu fasses des choses pour aller mieux. L'idée de désindividualiser serait de prendre en compte le plus de dimensions différentes dans l'analyse de qu'est-ce qu'est la santé mentale et de la souffrance mentale. Ça veut dire que les réponses ne doivent pas être uniquement individuelles, par exemple. Ça ne peut pas être que de l'intervention individuelle. Au sein des interventions individuelles, les réponses ne peuvent pas être uniquement de dire à la personne d'aller prendre des marches, de boire des tisanes, puis de faire des exercices de respiration, parce que, par exemple, une personne qui vivrait de la violence conjugale et qui vit énormément d'anxiété à cause de ça, il n'y a pas une quantité de marches en forêt ou de tisanes qui va aider cette solution-là. Donc, c'est une réflexion collective à avoir dans nos analyses, dans les réponses aux besoins de la population, dans les différents services que nous offrons, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces services-là aussi. Quand tu parles de réflexion collective, qui est ce collectif auquel tu penses? Ben, on en parle beaucoup de la santé mentale un peu partout, mais pas toujours d'une façon que je trouve très juste. Quand je parle de réflexion collective, c'est autant qu'est-ce qu'on entend le premier ministre dire à la télévision? Les spécialistes qui parlent à la télévision aussi, de quelle façon est-ce qu'ils parlent de la santé mentale? Quand des gens s'improvisent spécialistes aussi, de quelle façon est-ce qu'ils apportent ça? Dans les réponses que nous nous donnons collectivement, même entre nous, de quoi on parle lorsqu'on parle de santé mentale? J'entends tellement souvent des gens qui vont minimiser les émotions des autres, en disant, ah, ben, toi, c'est parce que t'es trop anxieuse, dans le fond, si tu te sens comme ça. Puis tu penses pas que t'exagères un peu, c'est pas si pire que ça, ta job, dans le fond. Ou, ben là, faut que t'endures, puis faut qu'on continue pareil, puis faut qu'on arrête de se plaindre. Toutes ces petites phrases-là nous ramènent à, ben dans le fond, c'est pas vraiment important ce que tu vis, puis ce que tu vis, c'est juste à l'intérieur de toi. Dans les réponses collectives, dans les réflexions, je sais pas si on prend les milieux de travail, par exemple. Si on prend une organisation X, je n'en nomme aucune au hasard, où est-ce qu'on verrait énormément d'arrêts de travail, une immense rotation de personnel, où les gens semblent se blesser psychologiquement, mais est-ce que ce sont toutes les personnes qui sont trop anxieuses, trop ci, trop ça, ou est-ce que ça se pourrait que les conditions de travail soient nocives à la santé mentale? Pour répondre à ceci, ben, qu'avons-nous? Il y a certaines règles, il existe la CNESST, parfois il y a des organismes qui ont des mécanismes de prévention pour expliquer aux gens, vous avez des droits du travail, voici comment respecter ces droits du travail, voici ce qui est du harcèlement psychologique, voici comment lutter contre le harcèlement psychologique. Ça, pour moi, ce sont des formes globales, sociales, désindividualisantes pour la santé mentale qui offrent des facteurs de protection très intéressants et très importants et qui considèrent les environnements des individus comme étant porteurs soit de bonne santé mentale ou de santé mentale qui a mal. Ok, merci pour ces explications qui ont le mérite d'être bien claires. Je voudrais juste préciser qu'au Québec, la CNESST, c'est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Maintenant, plongeons un peu plus dans le rôle des travailleuses sociales dans tous ces aspects-là. Quelle est la place des TS dans l'accompagnement de la santé mentale des personnes? Et puis, si je vais un peu plus loin, qu'est-ce qui est important à considérer par les professionnels? Ah, c'est si beau comme question, puis le travail social, puis j'ai envie de dire l'intervention sociale en général, mais là je sais qu'on parle du travail social, mais c'est si beau et complexe et polymorphe le travail social, comme la santé mentale est, dans la réponse que j'ai donnée au début, il y a probablement beaucoup de gens qui la trouveront pas satisfaisante du tout, ma réponse, parce qu'elle est très complexe et très longue. Le travail social répond de toutes ces façons longues et complexes à la santé mentale. Tu sais, ce qu'il faut savoir, ça a été nommé un peu partout, mais le travail social, travail avec les personnes, avec les communautés, avec les familles, le tout de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Ce qui est au cœur du travail social, qui est la reprise de pouvoir des individus, la justice sociale, la solidarité sociale aussi, ça veut dire que tout dépendant de notre rôle, on va agir sur la santé mentale de la personne, idéalement positivement, de façon différente.
les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales qui travaillent en défense de droit, mais on parle de n'importe quelle défense de droit du logement, défense de droit de la famille, défense de l'individu, ben, en défendant les droits de la personne, en luttant contre des oppressions et des formes de violence, c'est clair que la personne va avoir moins d'anxiété s'il n'y a pas des oppressions et des violences constamment qui se font. Le travail social travaille autant pour aider les familles à réparer leur système de soutien mutuel, travaille autant pour donner des environnements sains aux personnes. Moi, dans mon travail individuel, je vais aider les personnes à se rappeler de leurs forces, à être capable de nommer leurs limites, de nommer leurs besoins et de lutter au travers de différentes instances, mais aussi dans leur environnement pour être capable de mettre leurs limites. Dès qu'on travaille en protection des individus aussi, autant en protection de la jeunesse qu'en protection des aînés, que de n'importe quelle personne qui est vulnérable, nous travaillons en santé mentale parce que nous aidons à créer un monde pour ces personnes-là qui est plus doux, plus sain, moins violent, moins dangereux. Là, j'aimerais te relancer sur les éléments importants à considérer pour et par les TS qui accompagnent dans des problématiques de santé mentale. Tout à fait. La première piste que j'ai envie de lancer à tout le monde, c'est demeurer constamment critique des construits sociaux que l'on vous impose et à l'école et dans les milieux de travail. Très souvent, nous apprenons en fait des construits extrêmement stigmatisants et individualisants et biomédicaux et nous devons sans cesse remettre en question les discours dominants de c'est ta faute si tu vas mal ou de considérer que la personne est définissable par son diagnostic ou de donner uniquement des réponses individuelles. Nous devons rester extrêmement critiques. Ensuite de ça, c'est de toujours se rappeler que la personne est un être complexe, unique, avec plein de forces, avec plein de capacités, et que c'est avec ceci que nous travaillons. Ne jamais oublier de faire une analyse complexe, systémique de la situation de la personne pour avoir la réponse qui est appropriée et qui est unique à cette personne-là. Donc, toujours bien s'adapter. Et au final, j'ai envie de dire, nous devons garder les intérêts de la population et des personnes que nous aidons comme priorité et non pas les intérêts et les besoins des institutions pour lesquelles nous travaillons. Et souvent, il y a une grosse différence. L'exemple concret, c'est quand on se fait pousser plein de dossiers, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on baisse les listes d'attente. Ça peut mener à des comportements en intervention qui peuvent aller carrément à l'encontre de notre code de déontologie, mais notre vraie allégeance, c'est envers la population et les personnes que nous aidons, et on doit se le rappeler constamment parce que nous avons des pressions constantes à agir, malheureusement pas dans ce sens-là. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander de nous donner un exemple concret que tu as vécu dans ta pratique pour bien illustrer tes propos ? En fait, l'idée là, ça serait que chaque personne qui écoute cet épisode et qui n'est pas forcément travailleur, travailleuse ou travailleuse sociale puisse bien comprendre ce que tu dis parce que c'est vraiment important ce que tu expliques. Je vais rester le plus vague possible, bien évidemment, là, pour des raisons de confidentialité, mais des choses que je vois souvent, c'est une personne qui vient me consulter en disant je fais vraiment beaucoup d'anxiété, j'aimerais ça avoir de l'aide pour mon anxiété. On me dit que je suis trop anxieuse, fait que je voudrais de l'aide pour être capable de gérer ça, là. Puis là, en discutant avec la personne, en fait, quand une personne arrive et vient me voir puis me parle d'anxiété, je me mets ce qu'on appelle en posture de non-savoir. Je prends tout ce que je sais, je sac ça à côté quelques minutes, puis je pose bien des questions. Ça commençait quand ton anxiété? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu fais de l'anxiété? Y a-t-il des situations dans lesquelles c'est pire? Puis souvent, je vais réaliser que il y a des relations, souvent des relations familiales, des relations conjugales, dans lesquelles il va exister des formes de violence. Est-ce que c'est de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence émotionnelle, de la violence économique? Puis au travers de ça, la personne me parle, puis là, je réalise que il y a bien des raisons pourquoi la personne fait de l'anxiété. Cette personne-là se sent en danger de plein de façons. Ses droits sont bafoués. Cette personne-là se fait diminuer. C'est drôle parce que souvent, la personne va me dire, ben, je comprends pas, je fais de l'anxiété, pourtant, ça va pas si pire que ça. Puis quand la personne me raconte son histoire, quand mettons qu'on parle de travail, tu sais, la personne, elle va au travail, puis elle se fait dire qu'elle n'est pas assez bonne, puis qu'elle n'est pas assez compétente, puis il faut qu'elle en prenne plus sur ses épaules. Puis là, quand elle nomme que c'est difficile parce qu'il y a trop de cas, cette personne-là se fait dire, ben non, c'est parce que tu es mal organisé, en fait, c'est toi le problème. Fait que je vais t'aider à t'organiser pour que tu aies des meilleurs codes de couleurs dans ton agenda. Puis là, la personne pense que c'est de sa faute, puis c'est parce qu'elle n'est pas assez organisée qu'elle fait de l'anxiété. Et qu'on est capable de faire réaliser que, mais combien d'heures tu penses que tu travailles par semaine? Puis là, la personne finit par réaliser qu'elle travaille 50, 60 heures, qu'elle travaille à la maison, qu'elle n'a jamais de renforcement positif, qu'elle n'a jamais de reconnaissance au travail sous aucune forme, qu'on dit toujours qu'elle n'est pas bonne, mais la personne a fait de l'anxiété le matin, le midi puis le soir parce qu'elle a peur de jamais arriver, peur de perdre son travail, se sent complètement dévalorisée.
Puis qu'est-ce que je vais faire dans le travail en santé mentale pour l'anxiété? C'est pas de dire de boire de la tisane puis d'aller prendre des marches pendant sa pause, c'est ça se peut-tu que tu aurais une discussion à avoir avec les gestionnaires, avec la coordination? Ça se peut-tu que tes limites sont dépassées puis que c'est pas physiquement puis mentalement sain pour toi ton travail? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change dans ton travail? Puis là, on va réfléchir aux limites à nommer. Je vais inviter la personne à avoir une discussion avec les personnes qui sont en charge. Si ça ne fonctionne pas, que la personne ne se sent pas écoutée, ben là, on va l'outiller avec ses droits du travail. As-tu un syndicat? Si tu n'as pas de syndicat, tu peux-tu lâcher un appel à la CNESST? Quels sont les mécanismes de défense de droits que tu as? Puis là, c'est un travail qui est long parce que ça fait peur, lutter, c'est pas évident. Puis on se rappelle, la personne a été dévalorisée. Fait qu'un des travaux que je fais, c'est de rappeler toutes ses forces, toute la beauté des différentes, des talents, des qualités de cette personne-là pour qu'elle croie en elle. Moi, mon travail aussi, c'est de croire en cette personne-là. Puis une fois que ça s'est passé à l'intérieur, puis que la personne, elle réalise qu'elle mérite de vivre dans une société qui est plus douce et plus juste, bien là, on peut faire des plaintes, on peut lutter pour les droits, justement avec la CNESST pour faire des plaintes pour harcèlement au travail, parce que la personne, elle a eu gain de cause, elle a eu réparation, puis il y a des changements qui ont été opérés dans le milieu pour que le milieu devienne de plus en plus sain. Fait que pour moi, tout ça, c'est du travail sur l'anxiété. Cette personne-là, quand elle arrête de se faire harceler au travail, quand elle est dans un milieu qui est plus sain, qu'on enlève les formes de violence qu'elle reçoit, soudainement, la personne, elle dort mieux, puis elle stresse pas mal moins, puis elle se trouve pas mal meilleure aussi, puis elle a un petit peu plus de bonne humeur avant d'aller au travail. Mais ça ne partit pas de penser que c'est la personne le problème, mais d'aller analyser l'environnement. Puis c'est ça que je veux dire quand je dis désindividualiser la santé mentale. Si j'avais dit, ben là, vous êtes bien trop anxieuse, avez-vous pensé à faire des mandalas quand vous êtes anxieuse? Puis j'aurais passé à côté de la traque. En tout cas, ça reste passionnant ce que tu mentionnes, et je trouve que ça fait vraiment écho à notre profession. Et ça nous rappelle encore, et j'espère que chacun des épisodes nous le rappelle, à quel point on dispose d'un bagage de plusieurs compétences, j'oserais dire inestimables pour la société et pour le bien-être des populations. Puis là, dans ton exemple, pour accompagner la santé mentale. En fait, moi je trouve toujours incroyable que toutes nos compétences ne soient pas assez mises en avant pour accompagner la population, et je découvre toujours de plus en plus que c'est partout dans le monde et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour faire rayonner le travail social. Et bien souvent, la santé mentale, ça reste dans le champ biomédical. Alors on pense aux médecins, on pense aux psychologues, et là tu viens de bien démontrer que les professionnels du domaine psychosocial, et plus précisément les TS, sont tout aussi importants pour accompagner la santé mentale. Yes. Alors, je te prends un peu au dépourvu avec cette question, mais c'est parce que tout à l'heure tu parlais du gouvernement. Mais justement, qu'est-ce que tu répondrais à un Premier ministre qui explique qu'à défaut d'avoir un nombre suffisant de psychologues pour accompagner des personnes avec une problématique de santé mentale, les envoyer chez les travailleurs, les travailleuses sociales, c'est mieux que rien. Bon, faut que je commence par gérer mon émotion. Je vais essayer de répondre à ça de la façon la plus polie possible. Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que pour plusieurs raisons systémiques, historiques, qui seraient compliquées à exister, le rôle de l'intervention sociale au sens large est méconnu de la population. C'est méconnu au point où est-ce que c'est sous-financé. Nous parlons beaucoup de la psychologie parce que, historiquement, c'est un métier qui est très connu, dont nous parlons fréquemment. Le travail social, je dis toujours à la blague, quand on étudie le travail social à l'école, on a comme un cours qui essaie de nous faire définir c'est quoi le travail social, puis la réponse, on ne le sait pas exactement. Donc, il reste beaucoup de travail à faire connaître notre métier, mais ainsi que toute l'intervention communautaire. Puis, je pense que François Legault, il est juste pas au courant qu'il existe d'autres choses, malheureusement, alors que c'est tellement essentiel. L'intervention communautaire est partout, tout le temps, tient le Québec à bout de bras depuis vraiment longtemps. Fait que, puis moi, j'avais écrit des lettres ouvertes, j'avais écrit à François Legault, j'avais écrit au ministre Caramam pour expliquer le rôle du travail social et le rôle de l'intervention communautaire, parce que la psychologie, c'est très important. La psychothérapie, c'est très important dans plein de contextes, mais ce n'est qu'un service en santé mentale parmi l'océan de services nécessaires en santé mentale. Et ce n'est pas en investissant seulement dans un service qui est pas le service pour tout le monde, puis c'est pas non plus une intention de service. C'est la fausse erreur qu'on pense, c'est on pense que le service ultime, c'est la psychologie, puis le reste, c'est en dessous. Non, c'est un spectre de services, et il y a plein de gens qui pourraient bénéficier
de la psychologie, du travail social, de l'intervention communautaire, de la sexologie. Ça dépend de plein de choses, mais ce que la littérature scientifique démontre de toute façon, c'est que c'est vraiment l'alliance thérapeutique qui va faire une différence dans comment on va aider la personne. Le réel désir d'aider la personne, croire réellement en la personne et faire une analyse qui est juste et qui est complexe de la situation de la personne pour offrir des réponses adéquates. Et ça, toutes les professions sont capables de le faire, bien évidemment, mais il y a des spécificités en toutes les professions. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout pareil, bien évidemment, tu sais. Mais François Legault, en faisant ça, il est en train de donner une réponse individualisante à la santé mentale plus qu'une réponse systémique, comme par exemple, tu sais, investir dans le loyer abordable, c'est un service en santé mentale, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vécu sans être capable de vous loger ou de dépenser un pourcentage hallucinant de votre argent dans votre loyer, puis avoir la difficulté à vous nourrir, mais ça cause une souffrance mentale immense. Fait que François Legault, il est juste pas au courant, ça ne l'aide pas. Mais oui, ça prend plus de psychologues partout, ça prend plus de psychothérapie, mais ça prend plus de tout partout, et ça prendrait vraiment plus d'investissement dans le milieu communautaire qui fait des miracles au quotidien aussi et dont nous devons parler. Merci bien Marc-Antoine. Ton explication par rapport aux aspects communautaires, ça me fait rebondir sur les épisodes 13 et 14 qui portent spécifiquement sur le développement communautaire qu'on a réalisé avec Eric, mais aussi les épisodes avec Hélène, Martin et Joran qui abordent aussi la méthodologie de l'intervention collective, ou on peut appeler ça aussi l'intervention communautaire. Et en fait, alors encore une fois Marc-Antoine, une question un peu non préparée, mais en fait tes retours me font vraiment réfléchir, et je pense que ça fait aussi réfléchir nos auditeuristes. En fait, en tant que TS, on peut évaluer le fonctionnement social des personnes qui ont un trouble mental à tester ou diagnostiquer, mais on peut également accompagner des personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale, peu importe s'il y a un trouble mental ou non. Et est-ce que tu penses qu'on pourrait évaluer la santé mentale d'une communauté, ou en tout cas évaluer le fonctionnement social d'une communauté qui vit des enjeux de santé mentale? Ah, c'est vraiment une belle question. J'aurais pas de réponse intelligente à donner. Mais clairement, si nous prenons pour acquis qu'une certaine... écoute, je vais parler, mettons, des personnes trans. Les personnes trans qui vivent des oppressions systémiques immenses, de la violence systémique immense, qui vivent des droits qui sont bafoués, des insultes, des injures partout en société. Ben oui, nous pouvons répertorier que, par exemple, que le taux de suicide est démesuré chez les personnes trans, et ce n'est pas intrinsèque à l'identité de genre. C'est parce que la société les traite extrêmement mal, ces personnes-là, et que leurs droits sont brimés. Fait que ça, on parle d'une communauté en termes d'identité de genre, mais n'importe quelle population qui voit ses droits bafoués, qui vit des oppressions systémiques, qui ont des conditions de vie X, des environnements qui ne donnent pas accès, par exemple, à de l'eau potable, à droit à l'éducation, au droit au logement, nous pourrions émettre l'hypothèse que la santé mentale de cette communauté-là va être beaucoup plus précarisée. D'un autre côté, quand on dit que c'est complexe, la santé mentale, ça prendrait probablement une centaine de déterminants, de facteurs et tout. Et au cœur de ça, il y a les individus, comment les individus vont réagir à ça. Mais oui, clairement, on peut réfléchir. Puis il y a toujours un danger, par contre, parce que mais là, je me lance une autre tangente qui est vraiment complexe, là. Pendant un bout, dans les services, on a voulu regrouper les populations, puis le problème, c'est que des fois, on a utilisé ça pour standardiser les services, pour donner des consignes. Avec telle population, on fait telle affaire de même. Avec tel trouble mental, on fait ça. Ça, faut pas que ça serve à ça, d'évaluer, je te dirais, les communautés. Ça devrait servir à offrir des services les mieux adaptés possibles dans toute l'unicité des gens, ce qui était un jour, créez-moi pas, la mission des CLSC. Puis là, c'est plus exactement la même chose. Oui, ça fait du sens ce que tu dis. Vraiment, si j'essaie de résumer, l'évaluation qui peut être faite d'une communauté, elle doit toujours aller dans le sens de la défense des droits ou de plus de justice sociale. Et pas pour dire... Oui, pour aider. Et pas pour appliquer un programme très protocolaire, très médicalisé à toutes les personnes qui auraient un trouble mental spécifique ou des enjeux, ou qui vivraient des enjeux de santé mentale de manière générale. Ça ne fonctionne pas. C'est plus du biomédical que du social, entre guillemets.
Bon, on va redescendre un petit peu cette pression. L'épisode se termine, même si je suis certaine que tu pourrais encore parler des heures. Ah ben, mon Dieu, il y a tant de choses que je rajouterais, mais là, je dépasse le temps. Eh oui, voilà, je m'en doutais, donc je vais te lancer sur tes mots de la fin. J'invite chaque personne à ne pas minimiser leurs émotions. Ça n'existe pas quelqu'un qui est trop sensible. Ça n'existe pas quelqu'un qui est trop ci ou trop ça. J'invite chaque personne à considérer leur souffrance comme étant réelle, comme étant importante et à chercher des réponses qui ne vont pas aller dans le sens de « c'est de ta faute si tu vas mal », mais de considérer les environnements pour sans cesse cheminer vers des environnements qui sont moins violents, moins brutaux, plus sains, plus doux, plus humains. La santé mentale, c'est une responsabilité collective. Nous avons ensemble la responsabilité, le gouvernement, chaque individu aussi, de créer des lieux qui sont inclusifs, qui sont justes, qui sont équitables, afin de préserver la santé mentale des populations. Et, à mon sens, la défense de droits et les luttes pour la justice sociale seront le plus grand vecteur de santé mentale positive pour la population. Quelle sage parole! Merci beaucoup Marc-Antoine Dagenet, TS, d'avoir abordé la spécificité du travail social pour mieux comprendre la santé mentale et pour mieux l'accompagner. Je suis certaine que tes réflexions et tes exemples de pratiques vont aider de futurs professionnels et même des professionnels actuels à se positionner par rapport à la santé mentale, peut-être, et j'espère, par rapport à des politiques ou à des gouvernements pour se positionner sur leurs compétences vis-à-vis de l'accompagnement des personnes, des communautés, des groupes, des couples, des familles qui vivent des enjeux de santé mentale. Merci encore, et puis pour les autres, n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.